Vous êtes de retour à l'étrange programme. Comme invité cette semaine, on reçoit en entrevue Jean-Philippe Descaries-Mathieu, cofondateur de Crypto Québec. Alors Jean-Philippe, bonjour. Salut. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est Crypto Québec? Crypto Québec, c'est un organisme sans but lucratif que j'ai cofondé officieusement il y a un an et quelques, officiellement enregistré au registre des entreprises du Québec il y a environ 6 mois, ça je pense maintenant. Le but premier de Crypto Québec, c'est de vulgariser les enjeux qui sont reliés autour de la sécurité informatique, la surveillance de masse, l'érosion de la vie privée, tout ce qui est communauté de renseignement, tout ce genre de trucs-là. On est au moins une demi-douzaine de personnes qui travaillent, justement, qui viennent de différents milieux, qui ont toujours touché un peu à la sécurité informatique d'une certaine manière. Donc, on a mis nos habiletés ensemble, puis on a formé cette OSBL-là. Puis notre but, c'est d'aller dans les médias le plus possible et faire prêcher la bonne nouvelle, essentiellement là-dessus. Donc, du moins des conseils pour les gens par rapport à la sécurité sur le web. Ben oui, là, c'est l'aspect monsieur, madame, tout le monde. Ici, on veut rejoindre un maximum de personnes. Donc, c'est de vulgariser ça. Puis c'est pas toujours évident parce que c'est des concepts qui sont généralement très, très abstraits pour les gens. Donc, il faut essayer de concrétiser ça un peu. Puis là, vous publiez des textes, puis vous avez également un podcast qui s'appelle Les Chiens de garde. Exact. Vous faites un épisode quoi, toutes les semaines? Toutes les semaines, dans la mesure du possible, évidemment. On a tous... Crypto Québec, c'est pas notre day job, comme on dit en anglais. On a tous des emplois, donc dans la mesure du possible, oui, on en a manqué une ou deux, je pense, c'est pas si pire en 20 quelques semaines. Toutes les semaines, généralement, c'est disponible la nuit du mardi au mercredi soir sur notre feed RSS sur www.crypto.québec. Parfait. Oui, ça, j'ai vu qu'il y en avait déjà une vingtaine de faits. Est-ce que, au-delà du site, c'est accessible aussi, tu me disais en pré-entrevue, sur Google Play? Oui, Google Play, sur iTunes, principalement, c'est nos deux exutoires. Parfait. Le 21 octobre, il y a eu une grosse cyberattaque qui a touché plein de plateformes, que ce soit Twitter, Spotify, Amazon, eBay, Netflix, PlayStation Store, ça c'est ça qui m'a inquiété le plus. Donc, ça a l'air que l'attaque visait au départ la société DIN. Est-ce que tu peux nous expliquer, premièrement, c'est quoi cette société-là, puis qu'est-ce que ça implique, cette attaque? Ce que DIN fait, c'est de la résolution de nom de domaine. Donc, qu'est-ce que la résolution de nom de domaine? C'est la traduction de noms qu'on peut comprendre en adresse IP numérique. Exemple, www.google.ca. Pour le langage machine, si tu veux, lui, s'il ne va pas l'interpréter comme ça, il va l'interpréter comme une adresse IP. Exemple, je dis n'importe quoi, 208.142.47.3. Bon, c'est ce service-là que DIN offre aux entreprises, à de grosses entreprises, dont Twitter, dont Radio-Canada, dont toutes les grosses qui ont été affectées par cette série d'attaques-là contre la société DIN, en fait. Donc, en fait, c'est que les gens, s'ils inscrivaient l'adresse, le lien ne se faisait pas avec l'adresse IP et ça bloquait notre accès? Ce qui arrivait, en fait, c'est que c'est une série d'attaques de déni de services distribués. En gros, ce que c'est que c'est des milliers, ou dans ce cas-là, des millions de dispositifs ou d'ordinateurs, de serveurs qui ont été détournés essentiellement pour être utilisés pour envoyer des requêtes à coups de millions sur les serveurs de DIN. Donc, le serveur pas capable C'est de provoquer un trop gros graphique, finalement, ça bloque. C'est l'éléphant entonnoir, en fait, c'est ça. Donc, tu as des millions de dispositifs détournés qui envoient chacun d'entre eux des millions de requêtes à la seconde. Donc, c'est immense. Pas capable de dealer avec ça, le serveur crash. Non-disponibilité des services de résolution de nom de domaine. C'est exactement ça qui est arrivé, en fait, cette attaque-là. C'est pas les sites de Twitter, Radio-Can et compagnie qui ont été attaqués directement, c'est le fournisseur de services DIN. OK. Cette panne-là, je pense que c'est une panne qui a créé un précédent. En tout cas, c'est une des plus grosses pannes généralisées. Est-ce que ce genre d'événement-là qui s'est produit, est-ce que ça a un impact ou est-ce que ça peut avoir, pour les gens là, comme Jason et moi, là, comme le grand public, est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'on doit se sentir menacé de ce genre-là? Bien, c'est ce type d'attaque-là, c'est une attaque ciblée vraiment. On voulait s'en prendre à un pan de l'infrastructure Internet. Au-delà de l'aspect usager, ça va pas affecter monsieur, madame, tout le monde. Comme on dit, genre, ils vont pas être capables d'aller sur Twitter s'ils tapent twitter.com. Maintenant, ça veut dire que c'est plus un problème des grosses entreprises. Je parle bien de cette série d'attaques-là spécifiques, hein, parce que des vecteurs d'attaque, il y en a des milliers. Là. Ça dépend de l'esprit derrière l'attaque aussi. Il y a différents types d'attaquants, il y a différents types de hackers. Il y a des gens qui le font pour le plaisir, d'autres pour l'argent, d'autres c'est des hackers étatiques. Ils vont le faire pour la patrie, là, un aspect plus national. Donc ça dépend. Dans ce cas d'attaque-là, c'est pas
c'est pas Joe Gagnon au coin de la rue qui va être concerné par ça, généralement. Ça crée juste un désagrément ou pour les usagers, Pour l'usager, transactions, ouais. les achats. Ben, oui, on ne sait c'est pas ça. encore c'est qui a fait ça. Peut-être qu'on ne le saura jamais d'ailleurs, mais... L'enquête est en cours du côté de Dean, est toujours en cours présentement. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils vont pas s'avancer à spéculer de où ça vient, parce que c'est très facile de pointer le doigt, hein, mais surtout en période électorale présentement. Ouais. On aime bien dire que c'est les Russes qui interfèrent avec le processus électoral américain ou avec l'infrastructure américaine. C'est pas aussi simple que ça. Il y a un groupe de hackers qui a revendiqué l'attaque, New World Hackers. Puis c'est drôle parce que la fin de semaine suivant la revendication, ils ont publié un message disant qu'ils arrêtaient le hacking, puis c'est fini, on veut plus d'attention des policiers. Très, très drôle comme message. Il y a Wikileaks qui a publié le jour de l'attaque un message sur son feed Twitter disant « On aimerait demander à nos militants qui arrêtent d'attaquer l'infrastructure américaine ». C'est un peu étrange. Bon, évidemment, il y a des gens qui blâment John McAfee, le spécialiste en sécurité, a blâmé la Corée du Nord, le bureau 131 en Corée du Nord, qui est une division de hacking étatique, en fait, de la Corée du Nord. Il y a des gens qui pointent le doigt vers la Chine, d'autres la Russie. D'ailleurs, puisqu'on parle de la Russie puis de Wikileaks puis tout ça, bon, ça fait un bout là, que Wikileaks publie les courriels d'Hillary Clinton. Ça n'avait pas trop d'impact au niveau des médias au départ, mais là, avec la nouvelle enquête qui a été ouverte par le directeur du FBI, on dirait que les médias s'y intéressent davantage. En substance, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Hillary Clinton par rapport au courriel qui sort? Qu'est-ce qui... Essentiellement, c'est sa gestion d'un serveur de courriel qui n'était pas sous l'égide de la structure gouvernementale typique, donc qui ne répondait pas aux mêmes besoins en sécurité, à la même... aux mêmes guidelines, si vous voulez, si vous me permettez l'expression anglaise là-dessus. C'était un serveur qui était physiquement hébergé dans son sous-sol. Donc, ses courriels, c'est elle-même, c'est un technicien qui gérait ça. C'est sa négligence, en fait. C'est pas nécessairement le contenu des courriels, mais c'est plus la négligence qu'elle a eue par rapport à la sécurité. On ne sait pas c'est quoi le contenu des courriels, parce que c'est entre 30 et 50 000, c'est plus clair, le nombre d'emails qui est disparu. C'est beaucoup de courriels. OK, il y en a beaucoup qui ont disparu, tout ça. Oui, parce que le technicien en question, j'ai oublié son nom, là, mais c'est drôle parce que suivant les journées avant la disparition de ces emails-là, il a demandé sur Reddit comment effacer de manière définitive des courriels pour qu'ils ne soient pas récupérables. Donc c'est quand même cocasse. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a exactement là-dessus, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, est-ce qu'ils sont quelque part vraiment gardés, puis est-ce qu'on attend un autre October Surprise? Dur à dire exactement, mais ce qu'on blâme, pour la raison laquelle principale que Hillary Clinton est blâmée là-dessus, c'est sa sortie du cadre typique pour la gestion des courriels. Fait que, bon, évidemment, c'est un point d'attaque pour les républicains disant, bon, si on ne peut pas y faire confiance, vous aurez les emails, on peut-tu y faire confiance, vous aurez un État. Donc, c'est pas la pire chose que Hillary Clinton a faite, selon moi, là, mais ça, c'est une autre histoire. Bien, c'est ce qu'on va voir, en tout cas, prochainement, très bientôt, si ça a un impact ou non sur l'élection présidentielle. Au moment qu'on enregistre l'émission, c'est dans une semaine. Donc, c'est parfait. Bien, merci beaucoup. Alors, on surveille ça, crypto.québec. On va sur votre site, on lit vos textes et on écoute votre podcast. Exact. Merci. Parfait. Bien, merci. Alors, on s'en va à la pause. Tout de suite après, on revient pour un reportage de l'étrange Montréal et aussi une chronique d'Isabelle Grondin, Nanar de l'au-delà.